Réagir par le comportement, il va réagir aux agressions, il va réagir au traumatisme de la vie, il va réagir aux contraintes de la vie en faisant des maladies. Il ne peut pas penser les agressions, il ne peut pas penser une réponse, il ne peut pas penser une manière de réagir par le comportement, il ne peut pas élaborer, il va faire une maladie. Il va vivre une difficulté, une contrainte, il rentre chez lui, il fait un ulcère, il développe de l'eczéma. Mais il ne pourra pas réagir affectivement à ce qu'il vient de vivre. Donc c'est ça qui est caractéristique du fonctionnement psychosomatique, c'est la pensée opératoire. Donc effectivement, en cela, c'est très différent de l'hystérie qui, elle, est pleine d'imaginaire, pleine de fantasmes. Par ailleurs, derrière ce fonctionnement psychosomatique, on décrit ce que les psychosomaticiens appellent la dépression essentielle, c'est-à-dire qu'il y a chez le sujet une dépression essentielle. Essentielle, ça veut dire sans symptomatologie. C'est l'essence même de la dépression qui est là. La dépression est réduite à son essence même, c'est-à-dire l'abaissement du tonus, l'abaissement des instincts de vie, l'abaissement des mouvements de vie. Cette dépression essentielle s'exprime par ce fonctionnement opératoire que j'ai décrit, ce fonctionnement opératoire, où le sujet est collé à la matérialité du factuel, on pourrait dire. Les activités sont mécaniques, dévitalisées, automatisées. Ce qui fait que le sujet est adapté, mais il est adapté en surface. Il fait les choses, mais il n'est pas présent à lui-même. Alors on peut aussi faire une comparaison entre le fonctionnement psychosomatique et le fonctionnement psychotique. Il y a aussi quelque chose, on a vu qu'il y a des limites entre la psychosomatique et l'hystérie, qu'il y a des zones communes, qu'il y a certains moments où on est à la fois dans l'hystérie et dans la psychosomatique, c'est pas tranché comme ça, même s'il y a des caractéristiques qui sont très différentes. Il y a des zones communes de recouvrement. Eh bien c'est pareil avec la psychose. Il y a des zones de recouvrement entre le fonctionnement psychosomatique et le fonctionnement psychotique, même si ce n'est pas le même monde, mais la limite elle n'est pas franche. Il y a des zones de recouvrement. On peut dire que le psychosomatique, il va chercher à vider la parole de sa signification affective. Alors que le psychotique, lui, il va remplir le vide par la parole, par l'inflation délirante. Donc il y a un vide, dans les deux cas, il y a un vide affectif chez le psychosomatique, un vide chez le psychotique qu'il tente de remplir. Et on peut dire que dans les états psychosomatiques, d'une certaine manière, c'est le corps qui délire. C'est le corps qui se comporte de façon délirante. Là où le psychotique délire par la pensée, le psychosomatique délire par le corps. Soit le corps surfonctionne, soit le corps inhibe des fonctions somatiques normales, mais cela toujours d'une manière insensée sur le plan physiologique. Donc on peut dire que c'est dans la psychosomatique, on a affaire à un délire du corps. Voilà pour les troubles à expression somatique. Quelques mots sur une autre catégorie de troubles qu'on rencontre bien sûr dans la psychopathologie de l'enfant, ce sont les déficiences mentales, déficiences intellectuelles.
alors ce qui mesure l'intelligence chez un enfant et chez un sujet d'ailleurs, même après l'enfance, c'est le quotient intellectuel. Vous connaissez, on va tester l'intelligence, on va mettre un chiffre, un quotient à l'intelligence. Et je sais que parfois le quotient intellectuel, c'est le seul élément qui est pris en compte pour une orientation, par exemple. On ne s'intéresse pas du tout à la pathologie, à la psychopathologie, on s'intéresse au quotient intellectuel. C'est le quotient qui va dire si l'enfant doit aller en IMT, en IME, en ceci ou en cela. Donc le quotient intellectuel, il y a un certain nombre de tests qui servent à le mesurer et à dire si on a affaire à une intelligence normale. Alors une intelligence normale, en général, c'est autour de 100. Si on a affaire à un enfant qui présente une intelligence limite, l'intelligence limite, c'est entre 70 et 80. Si on a affaire à un enfant qui présente une déficience légère, la déficience légère, c'est entre 50 et 70 de quotient intellectuel. La déficience moyenne, c'est entre 35 et 50. La déficience sévère, c'est entre 20 et 35. Et alors, si on est en dessous de 20, on est très mal, on a une déficience profonde. Alors, on peut catégoriser aussi les déficiences mentales, si on veut. On parlera de déficience harmonique, homogène. Dans ce cas-là, eh bien, la déficience elle est harmonique et homogène, par définition. Et si l'enfant présente d'autres troubles, tous les troubles qu'il va présenter sont rattachés au déficit intellectuel. C'est parce qu'il a un déficit intellectuel qu'il va présenter telle ou telle difficulté, tel ou tel problème. On pourra parler aussi de déficience dysharmonique. Alors, dans la déficience dysharmonique, l'enfant va présenter un certain nombre de troubles de la personnalité, comme on les a vus, de troubles des fonctions instrumentales, comme on les a vus, mais qui vont déborder les effets du seul déficit intellectuel. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas expliquer par le déficit intellectuel. L'enfant aura tel symptôme, tel trouble, mais on ne pourra pas dire c'est parce qu'il a une intelligence limitée. Donc là, la déficience est dysharmonique. Elle s'inscrit dans un tableau complexe avec des troubles de la personnalité. Et puis enfin, il y a une catégorie dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle la déficience avec polyhandicap associé. Souvent une déficience profonde, avec polyhandicap moteur et ou sensoriel associé. Donc là, ça concerne des enfants qui souffrent d'encéphalopathie grave, donc de malformation cérébrale ou de destruction de zones du cerveau suite à des accidents périnataux qui sont extrêmement graves. Le déficit est profond, intriqué à des troubles neurologiques qui sont sévères. Et des troubles neurologiques qui s'expriment soit dans le champ de la motricité, soit dans le champ de la sensorialité. Il y a souvent aussi une comitialité, une épilepsie dans ces tableaux-là. Donc là, on a affaire à des enfants qui présentent un handicap grave, très grave, à expression multiple, avec une déficience mentale sévère, profonde, une déficience motrice, sensorielle importante aussi.
Ce sont des enfants qui sont très très limités dans leur capacité d'autonomie, de développement, de perception, d'expression, de relation. Dernière catégorie de tableaux de troubles, de difficultés qu'on rencontre en psychopathologie de l'enfant, c'est justement le handicap, les handicaps. Alors le handicap, c'est une notion qui est en train de changer. Le terme de handicap recouvre maintenant des réalités différentes, nouvelles. Notamment depuis la loi de 2005 sur la prise en compte du handicap. On fait entrer maintenant dans le terme générique handicap toutes les limitations, toutes les difficultés qui peuvent se rencontrer sur le plan somatique, relationnel, social. On parle de situation de handicap. Ce qui fait que maintenant on considère comme handicap tout un tas de troubles qui, il y a quelques années récentes encore, n'étaient pas du tout dans le champ du handicap, ce qui pose bien sûr un certain nombre de difficultés. Maintenant, un enfant dyslexique, c'est un handicap, c'est un enfant handicapé. Un enfant autiste, psychotique, c'est un enfant handicapé. Alors classiquement, on distingue le handicap mental, donc le handicap mental, qui produit une limitation intellectuelle. Le handicap mental qui est souvent associé à des problèmes génétiques ou chromosomiques. Par exemple, la trisomie 21, vous connaissez sûrement. Voilà, la trisomie 21, voilà un exemple classique de handicap mental qui est dû à un problème chromosomique. Ou bien le handicap mental peut être associé aussi à des atteintes cérébrales suite à un accident périnatal, par exemple dans les contextes de prématurité, de dysmaturité, où le cerveau souffre, parce que le cerveau n'est pas suffisamment oxygéné, donc il y a des zones du cerveau qui sont détruites dans ces accidents périnataux, et ça va produire un handicap mental, une limitation intellectuelle. On distingue aussi les handicaps sensoriels, ou les handicaps moteurs, parfois les deux. Dans les contextes de handicap sensoriel ou moteur, il peut y avoir un handicap mental associé, mais ce n'est pas toujours. Parfois, on a uniquement un handicap sensoriel ou uniquement un handicap moteur. Ces handicaps sensoriels et ou moteurs sont souvent la conséquence de malformations, de problèmes génétiques, chromosomiques, ou bien sont la conséquence d'infections, sont dus à des problèmes de toxicité, ou sont dus là encore à des accidents
périnatale avec une souffrance cérébrale. Le plus courant de ces handicaps moteurs dus à un accident périnatal, c'est l'IMC, vous avez sûrement entendu parler, l'infirmité motrice cérébrale. Cette infirmité motrice cérébrale se rencontre le plus fréquemment chez des enfants prématurés, dans lesquels, encore une fois, le cerveau n'a pas été, ils ont fait une anoxie, c'est-à-dire que le cerveau n'a pas été irrigué pendant un certain temps. Et les premières zones qui sont touchées dans les anoxies sont les zones de la motricité. Et donc l'enfant se retrouve avec une difficulté motrice qui peut être plus ou moins importante, plus ou moins invalidante, et qui s'appelle l'infirmité motrice cérébrale. Alors maintenant, la définition est plus large. On fait entrer dans la notion de handicap, par exemple, toutes les catégories qui commencent par 10, les dyslexies, les dysorthographies, les dyscalculies, les dyspraxies, etc., etc. Les dysphasies. On parle aussi, ce qui est discutable et critiquable, de handicap psychique. Il y a une notion de handicap psychique qui maintenant est prise en compte. Alors, il y a un certain nombre d'avantages et un certain nombre d'inconvénients dans cette façon de penser, qui est assez nouvelle, qui date depuis quelques années. Les avantages, c'est que toutes ces difficultés sont prises en compte, là où elles ne l'étaient pas forcément, pas toujours, et il n'y avait pas de moyens mis à disposition des enfants pour les aider. Maintenant, avec une dyslexie, on peut avoir une AVS, on peut avoir une aide scolaire, une aide à la vie scolaire, qui va venir en classe aider l'enfant parce qu'il est dyslexique. On peut avoir un temps supplémentaire pendant les examens, on peut avoir des ordinateurs là où les autres n'ont qu'aucun stylo. Voilà. Donc on peut avoir un certain nombre d'aides. On peut avoir des allocations aussi, des allocations handicap. Mais il y a bien sûr des inconvénients aussi. Le premier inconvénient, c'est que la notion de handicap est connotée, et que donc, même si les pouvoirs publics veulent faire passer une nouvelle définition, ça ne va pas passer dans le langage vulgaire comme ça aussi rapidement, que le handicap est connoté, et que les parents d'un enfant qui a quelques difficultés à associer deux lettres et quelques difficultés à apprendre à lire, ils n'ont pas forcément envie de penser qu'il est handicapé. C'est une violence qui est faite aux parents et qui est faite à l'enfant de catégoriser handicapé dès qu'il présente la moindre difficulté. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il y a dans la notion de handicap une représentation idéologique, on pourrait dire, qui associe la difficulté de l'enfant avec un problème intrinsèque, notamment un problème génétique, un problème cérébral. C'est-à-dire que le handicap, il est organique. Quand on dit handicap, on sous-entend, même si ce n'est pas forcément comme ça dans les textes, et c'est comme ça dans la culture, on sous-entend organique. Donc parler de handicap psychique, ça veut dire que par exemple un enfant autiste, un enfant psychotique, un enfant qui a des troubles de la personnalité, il est handicapé, sous-entendu, il y a une origine organique. Donc là on voit qu'il y a une dimension idéologique aussi dans cette pression sociale pour faire entrer tout le monde dans le champ du handicap. Et par exemple, les associations de parents qui se sont battus pour faire reconnaître l'autisme comme un handicap, ils ont raison, ils ont obtenu des tas de choses, enfin l'autisme est pris en compte alors qu'il n'était pas pris en compte de cette manière-là avant, etc. Mais s'ils se sont battus aussi, c'est pour faire entendre que l'autisme, c'était pas de leur faute, c'était un problème chromosomique, génétique,
que ça venait, c'était constitutionnel, et c'est une manière de se déculpabiliser face à la pression qu'il vivait ou qu'il supposait vivre de la part des soignants qui essayaient de soi-disant les culpabiliser. Voilà, donc il y a un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'inconvénients à regrouper toutes ces difficultés sous le terme de handicap. Alors voilà pour les principales entités nosologiques, les principaux contextes que concerne la psychopathologie de l'enfant. Voilà les différents types de difficultés qu'on rencontre, les différents problèmes, les différents champs dans lesquels on peut travailler, dans lesquels se situe la pathologie. On va faire un deuxième passage maintenant, on va commencer un deuxième passage, comme je vous l'avais indiqué en introduction, et on va essayer de voir comment se développe la psychopathologie à partir du développement de l'enfant. On va faire une approche développementale, et on essaiera comme ça au passage de voir quelles sont les conditions qui vont favoriser ou qui vont fabriquer une psychopathologie ou qui vont favoriser son développement. Pour cette approche développementale, je vais commencer par vous dire quelques mots de la notion de position psychique, parce que c'est une notion importante et intéressante pour penser le développement de l'enfant, du sujet, et pour penser aussi la psychopathologie. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme de position? De quoi on parle quand on parle de position psychique? Alors vous connaissez la notion de stade de développement. On a décrit comme ça tout un tas de stades dans le développement psychique de l'enfant. Par exemple, on a décrit le développement psychosexuel de l'enfant, la psychanalyse, donc, qui s'est attachée à cette description-là, à partir de le repérage d'un certain nombre de stades que l'enfant doit franchir. On parle de stade oral chez le bébé dans la première année, ensuite de stade anal dans la deuxième année, ensuite de stade phallique à partir de la troisième année, ensuite de stade oedipien, après il y a la latence, la période de latence, après la préadolescence, l'adolescence, voilà, comme ça on décrit des paliers, et le développement de la psychosexualité va se déployer en franchissant comme ça un certain nombre de paliers. On connaît aussi dans la description non tant du développement mais de la pathologie, de la psychopathologie, on connaît la notion de structure. On parle de structure. Et on décrit comme ça différentes structures de personnalité. Donc il y a la structure psychotique, et la structure névrotique. Quand on ne sait pas où mettre les gens, on parle d'organisation limite. Quand ils sont ni d'une structure psychotique, ni d'une structure névrotique, quand ils sont entre les deux. Et puis on peut être comme ça compensé dans une structure. Donc on va être adapté, on ne va pas être malade. Et à certains moments, on peut décompenser. Et si on a une structure psychotique, eh bien on va décompenser selon la lignée psychotique. Si on a une structure névrotique, on va décompenser selon la lignée névrotique. Et si on est état limite, on peut décompenser un peu n'importe comment. Et bien sûr, si on est d'une structure, on n'a pas le droit d'être d'une autre. On ne peut pas passer de l'une à l'autre. On n'a pas le droit de faire des symptômes névrotiques si on a une structure psychotique et vice-versa.
Alors ça, ce sont des modèles qui sont un peu comme ça rigides, hein, et qui souvent ne correspondent pas à la réalité. On a du mal à dire qu'un sujet est fixé à tel stade et pas un autre. On a du mal à dire qu'un enfant est uniquement dans le stade oral et pas ailleurs. On a du mal à penser que certains sujets sont organisés selon une structure immuable, hein, et qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des modes d'être qui correspondent à une autre structure. D'où la notion de position, qui est plus pertinente à mon avis, plus proche de la réalité, qui permet de décrire la clinique de manière plus pertinente, et qui allie à la fois l'aspect développemental et l'aspect description de la personnalité, et notamment de la personnalité dans la psychopathologie. Parler de position, ça permet de décrire à la fois le développement psychique et ça permet de décrire aussi le fonctionnement d'une personnalité, qui peut être plus ou moins psychopathologique. Donc la position, ce n'est pas la même chose qu'un stade ou une phase de développement, ce n'est pas la même chose qu'une structure. Alors c'est Melanie Klein qui a introduit ce terme, hein, qui parlait de position. C'est Melanie Klein qui a introduit ce terme, mais elle a introduit ce terme pour décrire une constellation psychique. La position, c'est une constellation psychique cohérente. Une constellation psychique cohérente qui regroupe un certain nombre d'angoisses, un certain nombre de mécanismes de défense qui se rapportent à ces angoisses, et une forme de relation d'objet, une forme de relation au monde qui résulte de la gestion de ces angoisses par ces mécanismes de défense. Donc dans une position, il y a des angoisses, des mécanismes de défense et une relation au monde, une relation d'objet. Une position psychique, ça décrit un certain nombre d'éprouvés, d'angoisses qui animent le sujet, qui le hantent, qui le harcèlent, contre lequel il doit se protéger. Ça décrit un certain type de mécanisme de défense pour gérer ces angoisses, ces conflits, et ça décrit un certain type de relation au monde, de manière d'être au monde, de relation à l'objet. Ces positions, ces organisations, qui sont souvent défensives, hein, c'est souvent des défenses la position. D'ailleurs c'est un terme militaire, la position, quand on prend position, hein, on occupe une position, c'est une manière de se défendre. Ces positions, ces organisations, elles apparaissent dans les tout premiers stades, de développement, mais elles reviennent aussi ultérieurement, tout au long du développement, tout au long de la vie, dans certains contextes particuliers. On va retrouver des positions psychiques chez un sujet qui vont correspondre à des positions psychiques prises dans le cours du développement, dès l'enfance, la toute petite enfance, et même chez le bébé. Ces positions sont donc des manifestations d'attitudes fondamentales envers les objets. Et ces positions se réfèrent autant à des phases de développement qu'à des points de fixation ou à des organisations de contexte psychopathologique. Ces positions on va pouvoir utiliser ces positions pour décrire à la fois des phases de développement, enfin, on va les retrouver dans les phases de développement, on va les retrouver dans les fixations à certains états du développement, à certaines phases de développement, et on va les retrouver dans la description de contextes psychopathologiques. Par ailleurs, le terme de position, il est extrêmement intéressant et pertinent. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre de penser le développement, non pas comme une succession linéaire, hein, on ne va pas passer d'un stade à un autre, d'une phase à une autre. Donc on ne va pas penser le développement comme une succession linéaire, mais on va penser le développement comme une oscillation de la psyché, à l'intérieur de chaque étape ou à l'intérieur de chaque phase,
une oscillation de la psyché entre plusieurs positions, entre plusieurs organisations, dont l'une sera prédominante. Mais la psyché va pouvoir occuper plusieurs positions, dans un même stade, dans une même phase, même si une va dominer. Et c'est la même chose pour la psychopathologie. C'est exactement la même chose. La psyché ne sera pas figée dans une structure. Si on est psychotique, on n'est que psychotique, point, on n'a pas le droit d'être autre chose. On n'est pas figé dans une structure. On peut occuper différentes positions, même si l'une prédomine. La psyché n'est pas figée dans un état exclusif. Elle va osciller. Elle va être attirée par des tendances plus ou moins opposées, plus ou moins antagonistes. La psyché va occuper, va expérimenter durant chaque phase de développement ou dans chaque état psychopathologique, elle va expérimenter, elle va occuper différentes positions, plusieurs positions, certaines qui seront plus narcissiques, plus psychotiques, d'autres qui seront plus objectales, plus névrotiques. Et du coup, eh bien, cette façon de penser est compatible avec ce que certains défendent, à savoir l'idée qu'il peut y avoir des aspects psychotiques chez une personnalité névrosée. Il peut y avoir des aspects névrotiques chez une personnalité psychotique. Il peut même y avoir des aspects autistiques chez un sujet névrosé. Donc parler de position, ça permet de rendre compte de cette réalité clinique-là. La psyché peut osciller, même s'il va dominer une position qui aura à voir avec la névrose, elle peut être attirée, elle peut prendre de temps en temps des positions autistiques. Alors, c'est quoi ces positions psychiques? Il y en a trois principales. Il y a trois principales positions dans le développement du psychisme du bébé, de l'enfant, et dans les organisations éventuellement psychopathologiques. La première, c'est ce qu'on peut appeler la position autistique. Qu'on peut appeler aussi position adhésive, c'est la même chose. Que moi, je préfère appeler position autosensuelle. Position autosensuelle, parce que le terme autistique, il est connoté, c'est tout de suite pathologique. Autosensuel, c'est pas connoté, donc je préfère ce terme-là. Donc, position autosensuelle, ou adhésive, ou autistique. Une deuxième position, c'est ce que Melanie Klein appelait la position paranoïde schizoïde. Vous avez peut-être entendu parler déjà. Position paranoïde schizoïde, que je préfère appeler position symbiotique. Donc position symbiotique ou paranoïde schizoïde. Et la troisième, c'est la position dépressive, qu'a décrite Melanie Klein aussi, la position dépressive. Et puis il y a deux autres positions qui font moins partie du développement, qui sont plus des positions défensives. C'est la position maniaque et la position mélancolique. Alors, tout d'abord, la position autosensuelle ou adhésive ou autistique, qu'est-ce que c'est? Si on veut schématiquement faire un tableau, on va dire que cette position autosensuelle, adhésive, autistique, elle concerne les 2 premiers mois de la vie, pour ce qui concerne le développement du bébé.
Donc on peut faire un tableau comme ça, de 0 à 2 mois, position autistique, autosensuelle, de 2 mois à 6 mois en gros dans le développement du bébé, donc premier semestre, c'est la position paranoïde schizoïde, et après 6 mois, la position dépressive. Ça c'est pour l'aspect développemental. Et puis dans chacune des colonnes, position adhésive ou autistique, position symbiotique ou paranoïde schizoïde, position dépressive, on peut faire des lignes où on va décrire les angoisses qui concernent ces différentes positions. Ensuite, les défenses contre ces angoisses qui concernent ces différentes positions. Ensuite, la relation d'objet, quel type de relation d'objet caractérise ces différentes positions. Et ensuite, la pathologisation, comment ça se pathologise, comment ça se passe, quel type de pathologie ça peut donner. Alors, première colonne, la position autistique ou adhésive ou autosensuelle. Et première ligne, les angoisses. Quelles sont les angoisses auxquelles a affaire le bébé dans son développement et le sujet ensuite qui va utiliser cette position. Eh bien, ce sont des angoisses extrêmement primitives, bien sûr. Ce sont des angoisses d'anéantissement, comme on dit. Des angoisses qui correspondent à ce que Winnicott appelait les agonies primitives. Les agonies primitives, c'est la sensation de tomber sans fin. Frances Tustin parle de liquéfaction, de vidage, d'explosion. Il y a un auteur qui s'appelle Esther Bick, B-I-C-K, Esther Bick, qui a beaucoup observé de bébés, fait de commentaires sur les éprouvés des bébés, et qui disait, qui comparait la venue au monde d'un bébé, la naissance d'un bébé, à la situation d'un cosmonaute à qui on enlèverait sa combinaison spatiale, qui serait dans l'espace et à qui on enlèverait sa combinaison spatiale. C'est ce que vit à peu près un bébé qui est dans l'espace souterrain, comme ça, tout fermé, tout complètement enveloppé par les parois utérines et qui tout d'un coup arrive dans l'air libre. Et elle dit c'est comme un cosmonaute à qui on enlèverait sa combinaison spatiale. Et si on enlevait sa combinaison spatiale à un cosmonaute, eh bien ces vaisseaux éclateraient, du fait de la différence de pression. Donc voilà, elle dit voilà, c'est à peu près ce que vit un bébé, c'est un sentiment comme ça d'exploser, d'éclater, de se liquéfier, de se répandre dans l'univers. Et c'est pour ça que le bébé a besoin d'être contenu, d'être rassemblé, d'être enveloppé, on y reviendra. Donc voilà le type d'angoisse qui concerne cette position psychique. Et alors deuxième ligne, les défenses, comment le bébé se défend et comment le sujet qui est dans une position autistique se défend de ces angoisses-là. Il y a deux défenses essentielles dans ce type de position psychique. C'est d'une part l'identification adhésive, et d'autre part le démantèlement. Alors, le démantèlement, on va commencer par le démantèlement, ça consiste en quoi? Le démantèlement, ça consiste à éparpiller l'objet en ses différentes composantes sensorielles et sensuelles. Pour percevoir un objet, il faut que ce que je vois de l'objet, ce que je touche de l'objet, ce que j'entends de l'objet, ça vient tout du même endroit. Donc je peux dire je perçois. Dans le démantèlement, eh bien, tout se passe comme si ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je sentais, ce que je touchais, ça ne venait pas du même endroit. Donc l'objet est démantelé, il est écartelé, dissocié en ses différentes composantes sensorielles. Ce qui fait que l'objet n'existe pas. Donc s'il n'existe pas, je n'ai pas le sentiment d'être séparé de l'objet, d'être séparé du monde. Et du coup, moi-même, je n'existe pas. Donc je ne souffre pas. Voilà, c'est un mécanisme de défense extrêmement primaire, primitif, qui permet d'échapper à toute souffrance et d'échapper à toute conscience du monde. Et en plus, l'enfant, le bébé,
va se coller à une sensation. Donc il va écarteler, dissocier, démanteler les sensations, et il va se coller à l'une d'elles. Et c'est comme ça qu'il va se sentir rassemblé, c'est comme ça qu'il va trouver une sécurité. Alors par exemple, comment ça s'observe? Très facilement, on prend un bébé, on le déshabille. Pour un examen pédiatrique, par exemple, le bébé là est dans un univers complètement inconnu, avec un pédiatre qui le regarde, qu'il n'a jamais vu de sa vie, il est complètement angoissé. Et on va voir le bébé qui s'arrête, qui ne bouge pas et qui se colle à une lumière. Et il est comme ça, fixé sur la lumière. Voilà. Ça, c'est l'identification adhésive. Le monde est réduit à quelques sensations qui sont démantelées les unes des autres, et on se colle à une sensation pour éviter de chuter, pour éviter de se sentir tombé, de se sentir liquéfié, éparpillé, répandu dans l'univers. Donc ça, c'est le bébé, dans les premières semaines de vie, dans les premiers mois de vie, mais vous voyez que là, ce qu'on décrit, c'est quelque chose qui ressemble à ce que font les enfants autistes. Donc la position autosensuelle, c'est la position qui va organiser la vie mentale d'un enfant autiste. Troisième ligne dans cette première colonne, la relation d'objet. Quelle relation d'objet ça donne? La position adhésive, autosensuelle, autistique. Eh bien, ça donne une relation d'objet, c'est-à-dire une relation au monde qui est caractérisée par l'adhésivité, justement. Mais l'adhésivité a une sensation. C'est une sensation qu'on se colle. Ça va donner aussi le mimétisme. C'est un enfant qui va imiter, mais qui va imiter la surface des choses, la surface des événements, la surface des comportements, qui va imiter de façon mimétique. Par exemple, ça va donner l'écholalie chez l'enfant autiste, dont on a déjà parlé. On dit que la relation d'objet, elle est unisensorielle. C'est-à-dire que c'est un sens, une sensation, un aspect sensuel qui retient l'attention du sujet, de l'enfant, du bébé, et auquel il va se coller. On dit aussi que le sujet va percevoir plus les formes que les contenus. Il va percevoir plus les contours que ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour un bébé qui regarde un visage. Un bébé qui regarde un visage humain, il commence par regarder le contour. Il commence par investir la forme avant de s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Alors certains ont décrit tout un tas de notions dans la psychopathologie. Par exemple, Anzieux parle de contenant formel. Il parle de contenant formel, il décrit tout un tas d'états dans lesquels c'est la forme de l'expérience qui retient l'attention et pas l'expérience elle-même, pas le contenu. Donc on est là dans des états très primitifs, très archaïques. Donc la relation d'objet, elle est primitive, elle est narcissique, et on est dans le cadre de ce qu'on appelle le narcissisme primaire. Alors on est dans le cadre de ce qu'on appelle le narcissisme primaire, ce que Freud appelait le narcissisme primaire, sauf que Freud, quand il parlait de narcissisme primaire, il disait que c'est un état anobjectal, c'est-à-dire un état où il n'y a pas d'objet. C'est l'état du bébé qui est comme ça dans son monde, qui est le monde, qui n'a pas du tout conscience qu'il y a un monde. Alors Freud, il n'a jamais observé de bébé, donc c'est pour ça qu'il disait ça, parce que le bébé, il est très en contact avec le monde. Dès les premiers jours, dès les premières heures de vie, il est en contact avec le monde. Donc on ne peut pas dire que c'est un état anobjectal, le narcissisme primaire. Le bébé, il perçoit, il différencie ses partenaires, il reconnaît la voix de la mère avant même la naissance, il peut différencier la voix maternelle, il différencie aussi la langue maternelle des langues étrangères. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas conscience du monde, il a bien conscience du monde. Mais c'est quand même, on peut garder le terme de narcissisme primaire, parce que ce dont on n'est pas sûr, c'est que le monde soit bien extérieur à lui. On peut dire le bébé perçoit, reconnaît, différencie, discrimine, mais par contre on ne peut pas dire si ce qu'il perçoit, ce qu'il reconnaît, ce qu'il différencie, ce qu'il discrimine, s'il a la conscience que c'est en dehors de lui,
ou s'il a l'expérience que c'est à l'intérieur de lui. Hein. Donc on peut penser qu'il n'a pas bien fait la différence entre le dedans et le dehors. Et donc on peut garder ce terme de narcissisme primaire. Et puis on peut rappeler aussi qu'un bébé, ça passe 20 heures ou 22 heures par jour à dormir. Et que donc dormir, eh bien, c'est bien un paradigme du narcissisme primaire. Hein. On est coupé du monde quand on dort, on est dans son monde. Donc effectivement, il y a peut-être 2 heures où il est en contact avec le monde, et puis 22 heures où il dort, où il est dans un état de narcissisme primaire. Et dernière ligne dans cette première colonne de la position autistique, c'est la pathologisation. Qu'est-ce que ça donne comme type de pathologie quand on reste dans une telle position? Ou quelles sont les pathologies, les contextes psychopathologiques dans lesquels domine la position autosensuelle, adhésive, autistique? Et bien, vous l'avez compris, bien sûr, c'est l'autisme. Hein. L'autisme, les psychoses précoces sont des contextes psychopathologiques dans lesquels ce qui va dominer, c'est la position autistique, ou autosensuelle, ou adhésive. Mais encore une fois, avec une oscillation, hein, l'enfant, tout autiste soit-il, il n'est jamais complètement enfermé dans l'autisme, il va osciller avec des moments d'ouverture, hein, il va osciller entre des moments de fermeture et des moments d'ouverture. C'est pour ça que la notion de position est intéressante, qu'elle permet de penser ces oscillations. On peut tout à fait communiquer à certains moments avec un enfant autiste, même si à d'autres moments, il est complètement absent du monde. Mais il y a des moments d'ouverture. Deuxième colonne, dans le développement du bébé, on va mettre ça approximativement entre 2 mois et 6 mois. La position paranoïde schizoïde. Que je préfère appeler position symbiotique, parce que là encore, paranoïde schizoïde, il y a une connotation pathologique. Hein. Et puis parce qu'on va voir ce qui domine dans la relation du bébé au monde, c'est la symbiose. Cette position paranoïde schizoïde, on peut l'appeler donc symbiotique parce qu'elle comporte en plus les mêmes caractéristiques que ce que Margaret Mahler appelait la phase symbiotique du développement. La phase symbiotique du développement. Alors, première ligne de cette deuxième colonne, les angoisses. Quels sont le type d'angoisse auquel est confronté le sujet, le bébé dans son développement, et le sujet qui occupe cette position symbiotique? Eh bien, ce sont des angoisses essentiellement de persécution, des angoisses de persécution. Position paranoïde, hein, disait Mélanie Klein. Paranoïde, ça veut dire persécution. Alors, des angoisses de persécution qui peuvent prendre plusieurs formes. Les angoisses de mort, bien sûr. Les angoisses de morcellement, comme on décrit dans la psychose. D'avoir son corps morcelé, qui n'est pas attaché, où les différentes parties ne sont pas attachées les unes aux autres. Les angoisses de désintégration. Par exemple, le bébé, quand il aura faim, il aura le sentiment, il aura la sensation d'être attaqué à l'intérieur de lui, hein, par un objet mauvais, un objet persécuteur qui lui fait plein de douleurs, plein de souffrances, plein de manques. C'est ça l'expérience qu'il a, hein, c'est d'avoir à l'intérieur un objet qui persécute, qui harcèle, qui produit, qui génère une souffrance intolérable. Deuxième ligne, quelles sont les défenses utilisées contre ces angoisses de persécution? Eh bien, c'est essentiellement le clivage. C'est plus le démantèlement comme dans la position antérieure, c'est le clivage. Par exemple, le bébé qui a faim, il est harcelé par un objet qui persécute. On va dire c'est un mauvais sein persécuteur. Il va chercher à évacuer ce mauvais objet interne persécuteur et il va chercher à trouver un bon objet, un bon sein, dit Mélanie Klein, hein, qui va lui donner la satisfaction. Donc c'est comme si le monde était clivé entre ce qui persécute et ce qui est bon, ce qui est idéal, ce qui donne, ce qui satisfait. Il y a les mauvaises expériences d'un côté et les bonnes de l'autre. Voilà, une première forme de clivage qui permet au bébé d'organiser le monde, hein, le bon et le mauvais.
Donc le clivage, c'est l'objet qui est clivé. Il y a la mauvaise expérience, le mauvais sein, puis la bonne expérience, le bon sein, la bonne maman. Et c'est aussi le moi qui est clivé. L'identité elle-même est clivée. La partie du moi habitée par ce mauvais objet est séparée de la partie du moi qui peut vivre une expérience de plaisir. Et puis on voit le clivage, ça va avec l'idéalisation. Si je vis une expérience persécutrice, de terreur, de souffrance, eh bien je vais chercher un bon objet idéal qui va me donner le réconfort, qui va tout de suite me satisfaire. Donc je vais cliver, je vais éloigner cette partie mauvaise, cette expérience mauvaise, et je vais m'accrocher à une expérience bonne que je vais idéaliser. Et plus je vais vivre de la souffrance, plus je vais idéaliser le bon. Donc clivage, idéalisation, ça va ensemble. Et après je m'apercevrai que ce bon objet, il n'est pas aussi bon que ça, il n'est pas aussi idéal. Mais dans un premier temps, je vais l'idéaliser. Et je vais projeter le mauvais, je vais le mettre le plus loin possible. Donc clivage, idéalisation, projection, ça va ensemble. Voire je vais dénier la partie de la réalité qui me persécute, je vais faire comme si ça n'existait pas. Donc clivage, idéalisation, projection, déni, ça va ensemble. Et cette expérience mauvaise, persécutrice, je vais m'en débarrasser et je vais éventuellement la mettre à l'intérieur d'un autre. C'est-à-dire je vais faire en sorte que ce soit un autre qui la prenne en charge, qui la vive, parce que moi je ne peux pas la vivre, je ne peux pas me la représenter, je ne peux pas la supporter. Et ça c'est ce qu'on appelle l'identification projective. Je vais projeter à l'intérieur d'un autre que je vais identifier à cette partie mauvaise. Je vais agir sur cet autre pour qu'il se comporte en conformité avec ce que j'ai mis à l'intérieur de lui. Donc clivage, idéalisation, projection, déni, identification projective. Et bien là, on a l'ensemble des mécanismes de défense qui caractérisent la psychose. Ce sont des mécanismes de défense psychotiques, mais vous voyez, qui font partie du développement, qui utilisent tout sujet, tout bébé, et ultérieurement tout sujet aussi, sans forcément être psychotique. Mais c'est un arsenal défensif, on pourrait dire, psychotique. Troisième ligne, la relation d'objet. Quel type de relation d'objet ça donne cette position paranoïde schizoïde ou symbiotique? Eh bien, ça donne une relation d'objet narcissique, où l'objet est recherché, notamment quand il est idéalisé, il est recherché pour être au service du soi. Ce n'est pas un objet qui est vécu dans son altérité, il est vécu comme prolongement de soi, comme complétude de soi, pour venir donner la satisfaction, venir donner le plaisir, venir faire vivre un sentiment de complétude et éloigner la détresse, la souffrance, la persécution. Et on va entretenir une relation symbiotique avec cet objet. On va se coller à cet objet. C'est le bébé qui a besoin des bras maternels, d'être collé à maman tout le temps, pour ne pas vivre la frustration, la détresse, la peur, l'angoisse. Donc on va développer une relation symbiotique. Cette relation symbiotique pourra être connotée d'emprise, de tyrannie. Le bébé, c'est un être extrêmement tyrannique. Il faut que maman soit là tout de suite, qu'elle donne à manger tout de suite, que papa soit là tout de suite, etc. Donc il y a une relation d'objet tyrannique dans la position symbiotique. La relation d'objet, elle est dite partielle, parce que l'objet n'est pas investi dans son altérité globale, il est investi pour la fonction qu'il occupe. La fonction d'apporter la satisfaction, d'apporter l'amour, d'apporter la sécurité, etc. Cette relation d'emprise, de tyrannie dans la symbiose pourra aller jusqu'au parasitisme. On va parasiter l'objet, on va entrer à l'intérieur de lui, on va occuper son espace. Autrement dit, ça pourra aller jusqu'au délire, où l'enfant va entrer à l'intérieur de l'autre et va développer le délire qu'il est l'autre.
je suis maman, je suis papa, je suis l'autre, comme ça, ben, j'ai pas de souffrance à avoir, j'ai pas de séparation à vivre, puisque je suis devenu l'objet. Donc je développe une fausse identité, omnipotente, délirante. Et donc, dernière ligne, la pathologisation. Dans quel type de pathologie on retrouve de façon prédominante ce type de position? Eh bien, vous l'avez compris, c'est la psychose. Dans toutes les pathologies psychotiques, et dans certaines pathologies limites, ce qui va dominer, c'est la position paranoïde schizoïde, la position symbiotique, avec l'utilisation des défenses, clivage, idéalisation, déni, projection, identification projectile, et avec une relation au monde caractérisée par la symbiose tyrannique, qui peut aller jusqu'au délire. Alors il y aura différentes versions, bien sûr, des états psychotiques qui seront caractérisés par cette prédominance de la position symbiotique. Il y aura différentes versions. On pourra avoir des aspects plutôt paranoïaques, des aspects plutôt schizophréniques, symbiotiques. On parlera de psychose paranoïaque, de psychose schizophrénique, de psychose symbiotique, comme on en a parlé dans la nosologie. Selon ce qui domine comme mode de relation au monde, comme mode de mécanisme de défense et comme type d'angoisse qui persécute. Et puis là encore, on ne sera pas dans une position, mais le sujet pourra osciller entre des positions comme ça extrêmement psychotiques et psychotisantes et des moments d'ouverture au monde, de relations plus adaptées au monde. Dernière colonne, dans le développement de l'enfant, on va mettre ça à partir du deuxième semestre de la première année de la vie, à partir de 6 mois, la position dépressive. Alors, dans la position dépressive, première ligne, quel type d'angoisse anime le sujet, occupe le sujet? Eh bien, ce sont essentiellement des angoisses de perte, des angoisses de dépression. Pourquoi? Eh bien, parce que le sujet a construit un objet total, comme on dit. Le bébé a construit un objet total, il sait que la mère qui frustre et l'objet qui donne la satisfaction, c'est le même objet. Avant, il clivait, il y avait le bon objet et le mauvais, et maintenant il s'est aperçu que c'est le même. Donc l'objet est total, du coup s'il est total, cet objet persécuteur qui frustre, si je l'attaque, si je le détruis dans mes fantasmes, je vais le perdre, je vais perdre le bon puisque c'est le même. Donc je vais vivre des angoisses, non plus simplement de persécution, mais des angoisses de perte. Deuxième ligne, quelles sont les défenses utilisées contre ces angoisses de perte, ces angoisses de dépression? Eh bien c'est essentiellement le refoulement, c'est plus le clivage, c'est le refoulement. C'est-à-dire que ce qui vient à l'intérieur de moi, et notamment ce qui veut attaquer cet objet qui me frustre, eh bien il faut que je le réprime, il faut que je le refoule, parce qu'encore une fois, je risque de le perdre. Donc il faut que je le refoule, il faut que j'exprime mes désirs, mes conflits d'une autre manière, d'une manière transformée. Il faut que je fasse des compromis, etc. C'est-à-dire il faut que je traite à l'intérieur de moi le conflit, il faut que je traite à l'intérieur de moi la pulsion. Je ne peux pas simplement projeter, comme je faisais avant, ou comme je fais dans les positions paranoïdes schizoïdes. Donc je vais refouler avec les différentes variantes du refoulement, que sont le déplacement, dont on vous a sûrement déjà parlé, la condensation, la dénégation, etc. Tout un tas de mécanismes de défense qui reposent sur le refoulement. Et puis il y a une autre défense aussi, c'est la réparation, dont parle beaucoup Mélanie Klein, c'est la réparation, c'est-à-dire je vais réparer. Je vais réparer parce que je me sens coupable. Je me sens coupable d'avoir attaqué cet objet que je considérais comme mauvais, alors qu'il est le bon aussi. Et donc, si j'attaque le mauvais, j'attaque le bon, je détruis le bon, donc je vais lui faire mal. Et comme je l'aime, je me sens coupable.
Et donc je vais réparer. Je vais avoir des activités de réparation fantasmatique ou réelle, mais d'abord fantasmatique, pour réparer cet objet abîmé, cet objet que j'ai abîmé. Et pour retrouver l'amour que je risquais de perdre. Donc troisième ligne, la relation d'objet. Quel type de relation d'objet caractérise la position dépressive? Eh bien c'est une relation d'objet dite totale. L'objet est reconnu dans sa totalité, dans son altérité. On est dans une relation dite objectale et plus narcissique. L'objet n'est pas simplement le prolongement du narcissisme du sujet, il est bien un autre, reconnu comme autre, séparé de soi, même si on est attaché à lui. On est dans une relation dite ambivalente. Alors c'est plus comme le clivage. Dans le clivage, on coupe. Il y a le bon, le mauvais, on ne veut rien savoir, on projette et on idéalise. Là, on est dans une relation ambivalente. On sait que l'objet bon et mauvais, c'est le même. Donc on va éprouver par exemple de l'amour et de la haine. Mais comme on aime, on va atténuer la haine. Ou on va exprimer la haine de façon transformée, déformée, sublimée. On va faire tout un travail psychique. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver l'amour et la haine clivés, on va retrouver l'amour et la haine intégrés au sein de l'ambivalence. L'amour va lier la haine. Donc la haine va transparaître dans certaines composantes de l'interaction, du lien, mais elle sera atténuée, elle sera intégrée, liée à l'amour. Ça ne sera pas une haine qui s'exprimera de façon directe, brute, destructrice, violente, comme dans la position paranoïde schizoïde et dans la psychose. La relation au monde sera dominée par la culpabilité, on va se sentir coupable, et donc on va développer de la sollicitude. On aura de la sollicitude, on va faire attention aux objets qu'on aime, on aura de la gratitude. Un des premiers mots qu'on apprend à un enfant, c'est merci, dis merci, c'est avoir de la gratitude, reconnaître ce qui vient de l'autre. Tout ça, ça caractérise la position dépressive, l'accès à la position dépressive. Et on verra combien cette position dépressive est centrale dans le développement de l'enfant et combien elle est centrale dans la santé mentale. La santé mentale, ça correspond à la tolérance de la position dépressive. On peut dire que chaque fois qu'on tolère la position dépressive, on est dans la santé mentale. Et alors la pathologisation, dernière ligne, qu'est-ce que ça donne quand... non pas quand on est coincé, mais quand on ne peut pas dépasser cette position dépressive, quand on ne peut pas tolérer cette position dépressive, eh bien on est dans les registres de la névrose. On est dans le registre des névroses dans lesquelles il faut gérer la culpabilité, parce qu'on est écrasé par la culpabilité. Il faut gérer l'ambivalence, parce qu'on ne peut pas dépasser l'ambivalence. Donc on va refouler à outrance, on va refouler excessivement pour faire taire toute culpabilité, toute ambivalence. Et on va développer des tas de symptômes qui vont essayer de traiter le conflit ambivalentiel, le conflit oedipien, qui vont essayer de faire taire l'ambivalence. Et on est là dans le registre des différentes névroses, avec les différentes déclinaisons dont je vous ai déjà parlé, et aussi de certains états limites. Les états limites, on peut les retrouver à la fois dans la position symbiotique, on peut les retrouver à la fois dans un contexte où dominera une position symbiotique, et dans les contextes où dominera la position dépressive, avec les angoisses de perte massive, les angoisses de séparation massive, bien chez l'état limite. Voilà pour ces différentes positions. La prochaine fois, on verra comment la position dépressive est, encore une fois, centrale. Ça n'a pas dû marcher le podcast. Ça n'a pas marché, le stage que vous avez demandé en... C'était quoi que vous avez demandé? J'ai leur préféré.
aujourd'hui, c'est vous qui m'avez pas le temps. Ah, c'est dommage. Bah, c'est sûr. Et du coup, c'est vrai que j'ai encore quelques pistes. J'attends des réponses. Ouais. Mais c'est vrai que je suis de moins en moins en activité. Parce que je commence à famille. Vous attendez quoi comme piste? Une école primaire et une éducatrice de jeunes en difficulté dans les banlieues. Ouais, c'est bien aussi. Voilà. Sinon, ouais, j'allais vous dire, regardez, vous demandez aux écoles, souvent dans les écoles, Ouais, les garderies, les crèches. et les écoles donnent la priorité aux IUFM et ceux qui vont passer le concours d'accès. Ah ouais. Après, vous avez sinon tout le privé, toutes les écoles privées, on peut aussi demander. C'est parfois même plus facile parce qu'il n'y a pas besoin de tout un tas de trucs. Les crèches, les garderies. Bah, le problème, c'est que les crèches, ça dépend de la mairie. Ouais. Et la mairie, ils ont un grand délai pour enregistrer la commande et puis pour envoyer la commande. Même si vous allez directement dans la crèche, il faut passer par la mairie. Là, ma petite est à la crèche, j'ai demandé à la crèche de passer par la mairie. Après, vous avez les. Bon, on va vous dire la même chose, sinon les PMI, c'est intéressant aussi. C'est la maison du Rhône, j'ai envoyé ma candidature, maison du Conseil général du Rhône, et ils m'annoncent un délai de 3 mois. Ils sont emmerdants, hein, Les administrations. avec l'administration. Sinon, après, vous avez toutes les structures. Mais bon, là, ça va être plus compliqué parce qu'ils prennent pas en général. Les CMP, les CAMS, J'ai fait vous avez aussi, fait. et au téléphone, ils m'ont dit, Et pourquoi ça n'a pas marché avec l'orthophoniste? Parce que c'était. parce qu'elle avait déjà quelqu'un dans les créneaux où moi je pouvais pas. Ah, d'accord. C'est dommage, c'est intéressant. Ça. Surtout qu'elle prenait des enfants autistes, elle avait Voilà. des bilinguismes. Et elle ne peut pas avoir une collègue sur laquelle elle pourrait vous orienter? C'est Non? une collègue de travail à qui j'ai demandé, et puis qui a demandé à sa collègue si c'est sorti. C'est quoi votre travail? Moi je travaille dans un centre de rééducation fonctionnelle, je suis secrétaire d'accueil et spectacle. Et vous recevez qui dans ce centre de Et je reçois des rééducation personnes fonctionnelle? qui ont un AVC, Les adultes? des personnes âgées. Dans le cadre de ce centre est géré par qui? C'est que gériatrique. Il n'y a pas de structure pour enfants. Ils n'ont pas de structure pour enfants. Malheureusement, je n'ai pas de piste à vous donner pour ça. Vous êtes où? Vous êtes où? Lyon? Si vous arrivez à retrouver le numéro, vous cherchez à Vienne la maison des petits. Parce que vous téléphonez au centre petit enfant, vous demandez la maison des petits, et là vous demandez la responsable du lieu d'accueil parents-enfants. Ça doit être Elisabeth Palissard, ça a été changé. Vous connaissez? Donc il n'y a pas de bouchon. Je ne sais pas si là, elle est à la retraite, mais je sais qu'elle est parmi toujours, je ne sais pas si c'est encore la responsable. Vous appelez de ma part. Voyons, c'est tout? Vous avez déjà fait? Vous avez fait?
faire engueuler. Il nous a fait, je me suis déjà fait engueuler.